Bonsoir Daniela, Bonsoir Michel. bienvenue à cette activité, la philosophie des mythes, et bienvenue au public aussi qui nous regarde. Donc c'est une première fois sur ce thème-là qu'on invite Daniela à venir nous parler. En fait, on va dialoguer ensemble sur la philosophie des mythes, plus spécifiquement sur le mythe de Thésée et le Minotaure, qu'on va parler un petit peu là, dans qu'est-ce que c'est quoi le sens, mais aussi le sens philosophique. Donc, en quoi ça nous interpelle. Mais d'abord, parle-nous un peu de toi, en fait. Qu'est-ce que tu fais en philosophie et pourquoi la philosophie? Et d'où viens-tu, en fait? Oui. Bon, c'est beaucoup de questions, puis non. La philosophie, pourquoi? Parce que ça a commencé avec une curiosité, des questions, des petits grands questions de la philosophie, que c'est euh, d'où nous venons, vers où nous allons, puis dans la, dans la démarche philosophique, c'est au fur et à mesure qu'on fait des pas, l'amour pour la sagesse, la philosophie, il grandit. Alors, pourquoi je suis là? Parce que mon amour pour la sagesse est toujours... il pousse, disons, il est toujours plus... il se développe. Ça croît. Ça croît. Alors oui, ça croît. Puis, philosophie de mythes, les mythes en général sont... J'ai toujours eu cet entrée au mythe. Je me souviens d'avoir des livres avec des images, des créatures mythiques, par exemple le Minotaure. Puis il y avait des dictionnaires et je lisais la définition de chaque, parce que ça m'intéressait beaucoup. Et quand j'ai rencontré la philosophie, je me suis rendu compte qu'en fait, tout ça avait Un sens. un sens, une signification exactement. Voilà, on ajoute de l'amour, de la sagesse, c'est-à-dire c'est toujours très... Ça m'émerveille à chaque fois, puis je n'arrête pas d'être émerveillée de tout ce qu'on peut apprendre avec les symboles, les mythes, la philosophie. Mm-hmm. C'est ça, on a eu quelques activités. Je pense que c'est la quatrième maintenant de cette série. Ouais. On a rencontré Denis qui est venu aussi nous parler des mythes et puis le sens profond du mythe, en fait, qui nous parle de quelque chose d'atemporel. C'est pour ça que ça nous parle encore aujourd'hui. Ouais. L'ancien mythe qui ont traversé les âges. Les mythes, là, bon, bien qu'on l'a déjà dit dans d'autres activités, vous pouvez aller voir si ça vous intéresse. Le mythe, le mot mythe vient de mythos, qui veut dire parole de vérité ou parole qui dit vrai. Donc, on nous raconte quelque chose de vrai, c'est-à-dire qui parle à l'être humain, parce qu'on n'est pas en train de parler au chat, au chien ou à la plante, la plante qui est là, aux fleurs, mais on parle à l'être humain, parce que l'être humain, on a cette capacité de voir par des images, de voir à travers des symboles. Donc, on nous parle du principe de la nature. Donc, cet intérêt pour ces mythes qui nous parlent, même comme tu l'as mentionné, comme enfants, bien souvent, parce que c'est des histoires fabuleuses avec des monstres, avec des créatures mythiques, avec des héros. Mm-hmm. Et ça parle à l'enfant parce qu'on parle au travers d'images, mais une fois à l'âge adulte, on veut comprendre mais qu'est-ce qu'il y a derrière ces histoires. Ouais. Donc, c'est ça le chemin du philosophe. Et qu'est-ce qui, si je te pose la question, comment ça a débuté? Bon, tu nous as parlé de l'intérêt jeune des mythes et tout ça, mais comment, un jour, il y a peut-être eu un déclencheur qui t'a dit, lorsque tu as compris le sens des mythes, ou plutôt à un certain niveau, est-ce qu'il y a eu une espèce d'éclair, wow, quelque chose qui m'émerveille, mais qui est en plus vrai, qui est applicable? Ouais. Et c'est une bonne question. Et puis, si je pouvais commencer avec le fait que, justement, les mythes ne parlent pas au rationnel, parce que, prenons un symbole, n'importe quel, comme exemple,
le yin-yang, qui est un symbole qui est pas mal connu. Puis, on peut être face à lui et le décortiquer rationnellement. C'est-à-dire, blanc, noir, il y a un petit point noir dans le blanc, un petit point... bon, et il y a l'inverse. Mhm. Et puis, ça n'a aucun sens. Mais si on prend de l'altitude et on observe le symbole, on va l'écouter parler, si on veut prendre l'expression. C'est-à-dire, le mythe ne parle pas au rationnel, il ne parle pas à quelque chose à l'intérieur de nous. Mais pour ça prend des clés. Des clés pour aller ouvrir, si on veut, les petites portes qui vont révéler les significations, les sens des symboles. Un mythe est un symbole raconté en histoire. Puis, quelque chose qui a déclenché en moi, ah, wow, c'est applicable, c'est par exemple la clé ou connaître la constitution de l'être humain, c'est-à-dire il y a plusieurs civilisations qui en parlent, mais il y a comme une synthèse qui est la constitution septenaire de l'être humain, qui d'ailleurs on en parle dans nos ateliers de philosophie. Et ça, c'est la clé qui va ouvrir beaucoup de portes dans beaucoup de mythes. Parce qu'on commence à se regarder soi-même et on se rend compte que le mythe est une façon de mettre des images à ce qui est invisible, à ce qui autrement on ne pourrait pas découvrir, par exemple. Comme tu dis, c'est pas, quand on dit c'est pas à l'intellect, je ne sais plus le mot que tu as utilisé, la raison. Ça ne rentre pas dans une définition. Lorsqu'on nous parle d'un mythe et d'image, pourquoi on parle d'image, de symbole ou de symbole animé, si on veut, à travers une histoire? On sait que lorsqu'on veut parler à l'intérieur, l'être intérieur, à l'être humain, en fait, qui pense d'une autre façon que le rationnel, ça ne rentre pas dans une... On ne peut pas y aller dans une description, comment je dirais, rationnelle ou analytique, c'est-à-dire, voici telle chose, ça veut dire telle chose, et tel symbole, c'est tel symbole, et voici l'ensemble, qu'est-ce que ça veut dire. On peut à un certain niveau, mais justement, ça va à un niveau, mais comment le symbole ou l'histoire ou le mythe nous raconte au-delà du rationnel? Oui. C'est une bonne question. C'est au-delà du rationnel parce que d'abord, il faut qu'on puisse faire un petit cheminement. C'est-à-dire, je suis sûre qu'à un moment donné dans notre vie, on a lu un livre, on l'a laissé de côté. Quelques années après, on est revenu, relis le livre parce que je sais qu'il y a quelques années, ce livre-là, il m'intéressait. Je vais le relire. Et là, on comprend les choses différemment. Dans ces années qui sont passées de la première fois à la deuxième fois, il y a quelque chose en nous qui a changé, qui j'espère, s'est développé. Et là, on comprend mieux. Et on comprend mieux, on dit, mais je sais qu'il y a quelque chose que je comprends, je le sais. Et c'est parce que ce cheminement intérieur a été fait. Et c'est la même chose avec un symbole. Le symbole est vivant dans ce sens-là qu'on le voit une première fois, on fait un cheminement intérieur, on le voit une deuxième fois, il est différent. C'est-à-dire, on comprend des choses qu'on n'avait pas compris avant. C'est pas pour rien que les grandes civilisations ont utilisé les symboles pour exprimer des vérités intérieures qui ne peuvent pas s'exprimer en disant, bon, 1 plus 1, c'est 2, c'est tout. C'est pas, c'est pas une sommation. Ça me fait penser à, quand tu dis les symboles sont vivants, et je pense l'avoir, on l'a tous vécu ici comme philosophe,
on est sur ce cheminement philosophique, mais je me souviens, quand j'ai lu la première fois La République de Platon, par exemple, qui est une série, la façon que Platon, au travers Socrate, explique des principes. Je m'en souviens encore aujourd'hui, ça fait 10 ans que je l'ai lu. Je l'ai relu des sections par la suite, mais le point, c'est que c'est vivant, ça nous habite et ça reste, et on comprend même par après ce qu'il a voulu dire. C'est comme... C'est l'essence des symboles. C'est l'essence des... Comme un mythe, Hercule ou d'autres, ou ce qu'on voit aujourd'hui, Thésée. Ça parle à l'enfant, mais ça parle à l'adulte aussi, mais à d'autres niveaux, si le travail c'est bien fait. Aujourd'hui, on a peut-être perdu un peu ça dans le sens de société, de culture et de civilisation. On a relégué ça à des... les gens étaient un peu retardés à l'époque, donc on avait besoin d'histoire. Et puis, aujourd'hui, on a la science qui explique les choses, mais il manque quelque chose, au niveau collectif, selon toi. C'est très intéressant ce que tu amènes, parce que si on, à quelque part, on a conclu qu'il faut un cheminement intérieur pour comprendre de mieux en mieux le symbole, le mythe. Si aujourd'hui on est détaché de ça, ça veut dire à quelque part est-ce qu'on fait le cheminement intérieur? Mm-hmm. Peut-être que justement notre intériorité a été oubliée parce qu'on n'a plus de relation avec les symboles, ou beaucoup moins qu'avant. Les civilisations étaient construites et basées dans un langage symbolique. Mm-hmm. Et aujourd'hui, il y a de ces étincelles, de ces symboles, c'est-à-dire de ce rêve encore humain qui est celui d'avoir des symboles de mythes parce qu'il y a quelque chose plus grand que soi. On voit ça dans les Star Wars. Exact. Et il y a ces rêves, ces souvenirs de quelque chose de plus grand, de quelque chose de plus profond aussi. Mais est-ce qu'on peut dire qu'il y a des mythes aujourd'hui? C'est intéressant. Mm-hmm. On a oublié l'être humain intérieur au profit de l'extérieur. Mm-hmm. Mais comme tu le dis, et on le voit encore dans le mythe est, comment je dirais, camouflé encore à travers de nouvelles histoires. Mm-hmm. On les connaît, comme Star Wars que tu as nommé, mais il y a Avatar et bien d'autres histoires où les mêmes principes reviennent. Mm-hmm. Ce qu'on a oublié, c'est le vécu en lien avec. Parce qu'on va voir un film, on sort du cinéma et puis on est émerveillé, waouh, puis on retourne dans notre routine, puis wow, ça reste ça. C'est comme si c'est autre chose. On s'est évadé un moment, puis on revient dans le quotidien. Ouais. Ce qu'on apprend en philosophie, c'est que non, c'est un quotidien. On peut vivre le cycle héroïque dans une journée, dans une semaine, dans une vie, et plusieurs cycles même dans une même vie, lorsqu'on sait se relier réellement au mythe, au symbole. Mm-hmm. Donc ça, c'est la philosophie à la manière classique. Exact. Mais si on revient au mythe du Minotaure, à l'allégorie, pas l'allégorie, mais le mythe du Minotaure, on passe les détails, ça nous vient de la Grèce ancienne, ça se perd aussi presque dans la nuit des temps, bien que, c'est pas les faits historiques qui nous intéressent. Je ne sais pas si tu veux commencer, soit de nous raconter un peu l'histoire ou comment tu veux l'amener, en fait, l'histoire. OK, peut-être que, parce qu'il y a quelque part, si on parle de Thésée, le Minotaure, il y a comme un avant, un milieu, puis à la fin. Peut-être que ce soir, on pourrait s'intéresser quand le Minotaure était déjà dans le labyrinthe et qu'il y a Thésée qui veut aller rencontrer, si on veut, le Minotaure. Ça me fait penser, je t'interromps un peu, mais c'est juste pour ajouter, à la dernière activité avec, ou l'autre avant avec Denis, je ne me souviens plus, là, on parlait de ça justement, où le mythe, il y a soit plusieurs versions, où il y a des... il y a avant, comme tu disais, pendant et après. Donc, il y a comme tout un
un prologue, je dirais, avant d'arriver au mythe. Et ensuite, le mythe amène à l'autre chose. C'est vrai pour Hercule, c'est vrai pour Osiris qu'on a vu la dernière fois et d'autres. Donc, c'est seulement une parenthèse que je veux faire parce que il y a aussi un contexte du mythe. Mais ce qui nous intéresse, c'est peut-être le cœur du mythe. Là, et je te laisse aller. Oui. Et chaque partie, il y a aussi beaucoup de symboles. Mais bon, ce soir, par exemple, on peut commencer en mettant la table. On sait qu'il y a le Minotaure qui se trouve au centre d'un labyrinthe et qui a Thésée qui, sachant qu'à chaque 9 ans, je pense, il y a 7 femmes et 7 hommes qui vont entrer dans le labyrinthe sans jamais sortir. Thésée voulant être... je me reprends. Parce que il y a plein d'idées qui viennent. OK. Alors, le Minotaure se trouve dans le labyrinthe. Le Minotaure, juste pour faire une parenthèse, c'est une créature mi-homme et mi-taureau, en fait, avec les cornes, bon, puis il est énorme, puis bon. Oui. Alors, cette créature, le Minotaure, comme tu dis, qui est moitié homme, moitié animal, c'est-à-dire la tête de taureau, la tête d'animal, c'est-à-dire qui conduit. Ça, on va le voir, mais il est au milieu de ce labyrinthe. Ce labyrinthe, on pourrait penser, c'est-à-dire normalement, on pense au labyrinthe, c'est fait en pierre, c'est des fois très terrifiant. Mais en fait, l'histoire nous raconte que c'était un labyrinthe fait de palais, fait de palais, tu dis? Oui, des palais, de beaux jardins. En fait, le labyrinthe était la ville complète. Et le Minotaure se trouvait au centre. Le Minotaure a commencé, vu qu'il était une créature avec la tête d'animal, c'est-à-dire il y avait les instincts qui prenaient le contrôle. Il y avait la force du Minotaure, il faisait tout ce qu'il voulait et tout ce qu'il voulait. Et il détruisait les choses. Il faisait des dommages à la ville. Et surtout, l'histoire nous raconte aussi qu'il y avait 7 femmes et 7 hommes athéniens d'Athènes, qui rentraient dans le labyrinthe et ne sortaient jamais. Thésée aussi, il venait d'Athènes. Et c'était à lui il était l'héritier d'Athènes, comment on dit, l'héritier de la ville ou du roi d'Athènes. Du roi, okay. Alors, Thésée était l'héritier d'Athènes, de la ville, du roi. Okay. Il s'est dit, je ne peux pas prendre le pouvoir ou la responsabilité d'Athènes sans que parce que le fait que cet homme et cette femme allaient au labyrinthe, c'était à cause d'une dispute entre la ville de Crète, là où se trouve le Minotaure, et la ville d'Athènes. Okay. Je ne peux pas prendre le contrôle d'Athènes jusqu'à ce que, on arrête ça fait plus de sens. Qu'on règle la question. Là. Exactement. Okay. Il y a une clé sociopolitique dans ce sens-là. Alors, il s'est dit, il faut que moi, j'aille vaincre le Minotaure. C'est celui qui veut prendre, c'est-à-dire celui qui va devenir roi, qui va faire face au Minotaure. C'est très intéressant. Alors, il va le faire face au Minotaure, mais il s'agit d'un labyrinthe. Comment on fait pour retrouver la sortie d'un labyrinthe? Alors, il demande l'aide à Ariane. Et Ariane, il a un fil qui en fait, c'est pas un fil qui est trop beau au début. Il est tout mêlé. Okay. Mais c'est Thésée qui va le prendre. Il va commencer à le démêler
pour aller au centre Du labyrinthe. du labyrinthe, vaincre le Minotaure avec sa hache et ensuite sortir avec l'aide du fil en faisant une belle sphère beaucoup plus ordonnée, si on veut. Mhm. Ça aussi, il y a plein de clés là-dessus. Bon, ça met un petit peu le contexte, mais Ouais. si on veut, on peut commencer avec les labyrinthes. Oui, ben c'est ça. Bon, on sait que Ouais. le mythe en tant que tel, Ouais. toute l'histoire, il y a un sens et chaque personnage, et même les objets, les villes, ont un sens. Exact. En eux-mêmes ont un sens. Donc, on les assemble. C'est ce qui est intéressant aussi dans les mythes, où un même symbole, pris dans un contexte, Exact. veut dire quelque chose. Dans un autre contexte, garde son sens, mais il va changer le sens du mythe dans une autre histoire. Mhm. Bon, c'est une parenthèse. Mais dans le cas ici, bon, il y a, comme tu dis, si je résume, là, il y a ce conflit entre deux villes. Il y a en fait cette Thésée qui va aller vouloir régler la question, donc régler Mhm. le cas du Minotaure, donc s'en débarrasser pour qu'il arrête de... En fait, il mangeait, dans Ouais. l'histoire, hein, il Ouais. mangeait sept hommes et 7 femmes. Et puis, à chaque année, à chaque, je ne sais plus combien de Je temps, pense que c'était 9 ans, à chaque 9 ans. à chaque Ouais. 9 ans, il y avait à faire ça. Donc, lui, il a dit c'est assez, donc il est allé combattre le Minotaure. Et avec l'aide d'Ariane, le fil d'Ariane, le fameux fil d'Ariane qu'on utilise dans notre langage populaire, Mhm. va au centre, combat, et bon, le vainc Mhm. et revient. Et je fais une parenthèse sur le labyrinthe, parce qu'on va en parler aussi, versus, parce que souvent on entend dans la culture populaire que le labyrinthe, c'est là où on se perd. Ouais. C'est là où il n'y a pas de fin, il n'y a pas de sortie. Bon, en fait, non, ça c'est un dédale. Il faut faire la différence entre les deux. Un dédale, c'est là où c'est le chaos, où là, vraiment, on se perd et puis il n'y a pas vraiment de sortie. Mais le labyrinthe, il y a une entrée et une sortie. Mhm. Et j'avais donné un exemple avec Denis l'autre fois où c'est très symbolique, le labyrinthe. Je pense que je vais te laisser parler là-dessus parce qu'il y a beaucoup d'éléments qu'on pourrait dire. C'est intéressant. Mais ça, quels sont les... si tu peux nous donner quelques clés d'interprétation, de compréhension du mythe pour qu'ensuite on travaille avec ça. Oui. Alors, le labyrinthe, justement, il y a une entrée, une sortie. Le labyrinthe est ordonné quand on le connaît, à quelque part. Mais, au début, on a dit que c'est un labyrinthe fait de palais. Il est beau, le labyrinthe. Mm-hmm. On sait comment entrer, mais il était connu parce qu'on ne savait plus comment sortir. Et à quelque part, est-ce que c'est ça aussi qui sont notre vie à tous les jours? Ce que je veux dire, on peut se retrouver dans un labyrinthe dans nos vies quotidiennes. Tu sais, comme deux fois, on a une idée, on entre, puis dans l'idée, on se perd parce qu'on pensait l'accomplir, on pensait la concrétiser. Mm-hmm. Mais entre l'idée et l'action, il peut y avoir un labyrinthe qui peuvent être nos émotions. On a perdu le fil. Exactement, on a perdu le fil. C'est très intéressant. Mm. Et aussi parce qu'on peut se perdre dans ce qui semble être beau, dans ce qui semble être la vérité, dans ce qui semble être juste. Mm-hmm. Mais si on ne va pas au cœur des choses, on va toujours tourner en ronde. Mm-hmm. Qu'est-ce qui se passe quand on se perd dans le bois? On dit, j'ai déjà passé par ici. J'ai déjà passé par ici. À un moment donné, on se rend compte qu'on tourne en ronde et on est dans un labyrinthe parce qu'on ne sait pas comment sortir. Un dédale en ce moment. On comprend l'idée. Parce que du labyrinthe, et pour sortir, il faut prendre une altitude. Mm-hmm. Parce que si on sait, il y a un chemin pour sortir et entrer, mais si tu perds le fil, comme tu dis, on oublie la sortie.
Alors, le fil est en relation avec la mémoire profonde de l'être humain. C'est-à-dire, Platon le disait déjà, apprendre ses souvenirs. Ces souvenirs, c'est ce fil d'Ariane, c'est la mémoire d'où nous venons pour savoir où nous allons. Si je n'ai pas, si je sais que je n'ai pas cette sécurité à quelque part du fil d'Ariane, Thésée pourrait paniquer et dire non, je ne veux plus au centre, je vais faire face au Minotaure et comment je vais faire pour sortir? Mhm. Je vais peut-être mourir ici puis rien savoir Mhm. dans le mythe. Mais c'est lié à la mémoire profonde de l'être humain, à sa véritable identité, et ce qui permet à Thésée d'aller à la rencontre du Minotaure. Et qu'est-ce que, dans un autre mythe, qu'est-ce que Krishna expliquait à Arjuna quand il a laissé tomber son arc Mhm. et dit « Je ne veux plus combattre, j'ai peur ». Krishna expliquait à Arjuna, lui rappeler cette partie en lui qui est durable, qui à quelque part est immortelle, qui est au-delà de forme. Et c'est ça ce qui a aidé Arjuna à reprendre son arc et reprendre le combat. Et c'est cette mémoire aussi dans ces mythes de Thésée le Minotaure, ces souvenirs qui on est. Mhm. Alors c'est la vraie identité de l'être humain qui va nous permettre d'aller au centre, se trouver soi-même, parce que le Minotaure, c'est être face à soi-même à quelque part. Le sombre qu'on ne veut pas voir, par exemple. Ouais. Ouais, c'est bien intéressant, parce qu'on peut facilement perdre, il y a plusieurs niveaux, mais perdre le sens de notre vie, dans le sens de qui je veux être, qui je suis, c'est quoi mon idéal. Donc, c'est une des clés de compréhension du mythe, d'aller au centre, c'est d'aller à la rencontre de soi-même. Exact. Et il y a le fil, on l'associe à la mémoire, donc la conscience en même temps, le fil d'Ariane, qui fait en sorte qu'on peut se perdre si on le perd. Donc, on rentre dans la routine, les habitudes de la vie quotidienne, dans les idées dominantes, dans les modes, et puis on perd le sens un peu de ce qu'on faisait de notre vie, où est-ce qu'on veut aller, mais dans un sens plus élevé, parce que oui, il y a des... Je fais juste une nuance, parce que des fois, on peut interpréter un premier niveau, dans le sens où, je sais pas, je veux aller au magasin, puis en m'en allant, j'ai oublié mes clés à la maison. Donc, oui, il y a une perte de conscience, une perte de mémoire, une perte de fil. Mais c'est pas de ça qu'on parle, bien que c'est un niveau d'interprétation. Ce qu'on parle, c'est le sens, l'être profond. L'être humain, comment je dirais, complet, ou j'hésite à employer le mot, mais supérieur dans le sens, notre meilleur de nous-mêmes, notre idéal, avec nos qualités, nos vertus. Puis, qu'est-ce que veut dire le Minotaure? Peut-être plusieurs sens. Et je pense qu'il y a plus qu'une version à la fin lorsqu'il le vainc. Deux versions, mais en gros, qu'est-ce qu'il veut dire, le Minotaure pour nous? Juste avant, parce que tu disais tout à l'heure, de mémoire et conscience, dans un de mes cours de philosophie, un des instructeurs a dit une phrase qui m'a fait beaucoup réfléchir, qui dit « La mémoire est siège de la conscience ». Comment on peut... C'est-à-dire, imaginons que maintenant, ici et maintenant, on perdait la mémoire complètement. Elle serait où notre conscience? Et c'est-à-dire, on devrait tout réapprendre, qui nous sommes, qu'est-ce qu'on voulait faire, quelles étaient mes forces intérieures pour faire face, pour marcher, disons, vers là où je voulais aller. Oui. Et même... Non, j'allais juste dire, même au niveau collectif, on peut oublier une civilisation, une culture, une civilisation, on peut oublier la connaissance. Et ça, on le voit dans l'histoire avec
période dite de Moyen-Âge et les Renaissances, où l'humanité même oublie le sens de la vie, le sens de l'évolution, le sens de qu'est-ce qu'on fait là. Il y aurait des réflexions à faire avec aujourd'hui, donc, où on oublie, tu sais, imagine si on allait plus loin, puis on oublie même à écrire, on n'apprenait plus à écrire, à lire, et puis donc toute la connaissance, même la technologie qu'on a, ça ne serait pas très long qu'on l'oublierait, une génération ou deux, et puis on serait quasiment déjà à l'âge de pierre, donc tout ça est fragile en même temps. Il n'y a rien à prendre pour acquis, mais d'où vient tout ce qu'on a? Ça vient de loin souvent, de ces anciens mythes, entre autres. Donc, je te laisse compléter sur le Minotaure. Là. Oui. Et voilà l'importance de la mémoire. Puis le Minotaure, c'est très intéressant de se rendre compte que la tête, celui qui conduit, est l'animal. C'est pas comme si il avait des pattes de taureau puis la tête d'un homme. C'est à l'inverse. C'est-à-dire, c'est cette partie qui est instinctive. Cette partie, c'est quoi un instinct? Par exemple, la peur. La peur est instinctive, elle n'est pas mauvaise, mais s'il n'y a pas une intelligence, s'il n'y a pas une façon de savoir la conduire, elle va prendre la place et puis on va rester soit paralysé, soit parce que la peur peut réveiller aussi l'agressivité, il y a la violence. C'est-à-dire, soit on a peur, on est agressif, soit on a peur, on est paralysé. Dans les deux cas, on peut, c'est-à-dire on est bloqué. On est bloqué. Par exemple. Alors, si ce Minotaure a plusieurs clés, la peur est cette partie en nous qui nous limite. Et si lui, il est au centre des choses, ça va nous bloquer. C'est pour ça qu'il faut aller à la rencontre et maîtriser ça. La peur, on peut faire face à la peur. Et pour ça, nous avons des outils. C'est pour ça que Tessé ne s'est pas rendu seul ou sans rien au centre du labyrinthe. Oui, il y a des outils. Et je fais une parenthèse encore, j'aime faire les parenthèses. La parenthèse, c'est bon. Parce que je vais me faire le lien avec aussi d'autres, avec le pont, avec d'autres mythes. Parce que c'est quelque chose qui revient souvent. On a parlé, il y a quelques activités de le mythe de la Bhagavad Gita, avec cette lutte intérieure, en fait, entre les instincts aussi, et la partie plus élevée. Mais j'allais juste dire aussi, dans une mythologie, ou plutôt un symbolisme plus, mettons, judéo-chrétien, ça fait penser à, je viens de l'échapper, là, David et Goliath, qui est semblable, parce que David, qui est pour ceux qui s'en souviennent pas, c'est celui qui se trouve face à Goliath, qui est un géant, et puis qui est un peu brut, là, et puis il doit le combattre. Et là, comment il le combat? C'est avec le lance-pierre. Et donc, bien qu'il est plus petit, il le combat par quoi? Par l'intelligence d'un outil. Donc, on a des outils en nous aussi. Exact. C'est un peu cette idée. Oui. Et pour Tessé, dans ce mythe-ci, un des outils, c'était le fil dont on a déjà parlé, mais aussi, ça dépend de la version, c'était soit une épée ou une hache à double tranchant, c'est très intéressant parce que c'est une clé de voir cette hache, et c'est la volonté. Comment on fait le chemin vers ce qui nous fait peur, par exemple. C'est la volonté. Et la volonté intelligente, parce que si c'était la volonté sans intelligence, on risquerait de justement utiliser ce que nous savons de façon qu'on le gaspille. Il n'y a pas de conduction, il y a cette force de volonté, mais qu'est-ce que le canalise? Alors, cette volonté intelligente, pour amour et
Thésée à Athènes, par exemple, il le faisait pour amour à sa ville, à Athènes. Alors, on voit la volonté, l'intelligence et l'amour qui sont très importants. Ouais. Et, voilà, alors la hache, pardon, est double et tranchante parce qu'en faisant le chemin vers l'avant, il faisait un chemin vers l'intérieur aussi. Il coupait les sombres à l'extérieur, mais il coupait les sombres à l'intérieur aussi. Et c'est ça ce qui permet d'exprimer la lumière, d'exprimer les vertus, parce qu'une vertu est une lumière aussi. Oui, ça rayonne. Ouais. On est capable de s'y relier lorsqu'on voit quelqu'un faire une action qu'on trouve vertueuse, même à notre propre jugement à nous-mêmes. Wow, on trouve ça un acte de générosité, un acte de bonté. Ça rayonne. Exactement. Et il y a aussi le mythe de comment le premier labyrinthe de toute l'histoire de l'humanité a été construit. Ben, il y avait un dieu qui avait justement une hache et qui construisait le labyrinthe en tournant un cercle jusqu'au fait d'arriver au centre. Et une fois qu'il est arrivé au centre, la hache est devenue une flamme. Et c'est justement ce qu'on est en train de dire, qui est en faisant chemin, tant à l'extérieur comme à l'intérieur, parce que, en tout cas, c'est difficile de penser de faire un chemin extérieur sans faire le chemin intérieur. Il y a une lumière qui se libère parce qu'on enlève des couches. La lumière est là, comme le soleil. C'est-à-dire, le soleil, est-ce que le soleil n'est plus là parce qu'il y a des nuages? Au contraire, c'est-à-dire, on enlève les nuages, on enlève les couches, puis la lumière, elle s'exprime avec naturalité. C'est naturel pour la lumière de s'exprimer. Il y a une lumière en nous aussi, comme la vertu que tu viens de nommer. Oui, tout à fait. C'est ça, puis ça fait penser aussi pour ce travail intérieur et extérieur. C'est ce qu'on apprend, une des choses qu'on peut apprendre de ces allégories ou mythes, où il y a un travail à faire, il y a quelque chose à faire intérieurement, il y a une façon d'apprendre à travailler avec soi-même. Et on en a discuté un peu au début, où on a peut-être oublié ça aujourd'hui dans notre civilisation, où on n'est pas parfait, on n'est pas... Il y a du travail à faire, en fait. Et ça devrait être... c'était enseigné dans plusieurs traditions dès le plus jeune âge, où l'enfant savait qu'on attendrait beaucoup de lui. C'est-à-dire qu'il y aurait une responsabilité à prendre dans une civilisation, dans une culture. Ne serait-ce que sa propre famille, ne serait-ce que sa communauté, son pays, peu importe, l'humanité au bout de la ligne. On a un rôle à jouer, une façon, mais pour arriver à bien jouer ce rôle, on doit apprendre à qui je suis, en fait. Et on le voit dans nos cours de philosophie, où on a cette personnalité, cette persona, où on est avec ce masque, le persona, qui peut à la fois masquer qui on est, parce que c'est pas parce qu'on est assis ensemble ici ou avec d'autres, et puis qu'on sait qui est la personne, ça prend du temps avant de connaître réellement quelqu'un. Pourquoi? Parce qu'on a ce masque physique, mais aussi émotionnel, rationnel, qui bloque un peu la lumière, justement, de la personne, de l'individu qui est là. Notre travail intérieur, c'est de faire en sorte que ce qui je suis, cet être, puisse transpercer toutes ces couches, justement, et que le masque révèle qui on est. C'est-à-dire que l'outil, qui on est, révèle l'être humain intérieur ou l'individu intérieur. C'est ce qu'on nous dit quand Thésée revient justement avec la pelote de laine ou le fil qui est bien tissé. Et ressort, donc il a vaincu, mais dans une des versions, il revient sur le dos du Minotaure. Donc il n'est pas tué, c'est pas de tuer nos instincts, c'est de les canaliser. Parce que si on ne les canalise pas, ce sont eux qui vont s'exprimer.
On le voit dès le plus jeune âge, des enfants dans une cour d'école où ben, si on leur demande pas, ben, partager les jeux, jouer ensemble, mais donne pas de coups, mords pas, ben, c'est les instincts qui sortent, c'est normal. Mais aussi, à l'âge adulte, il y a ce travail-là qui continue toute notre vie, en fait. Ce travail intérieur et extérieur, c'est-à-dire dans l'action et réflexion. Action, réflexion. C'est intéressant que tu touches la réflexion parce que ce fil de cette sphère bien faite quand il a sorti, c'est, imaginons nos pensées, des fois, ils sont comme le fil, c'est-à-dire le fil tout mêlé du début, avec lequel il comptait avant. Qu'est-ce que ça prend pour le démêler et bien tisser ou bien faire les sphères ordonnées à la fin? La réflexion. Et, bon, ça c'est une clé du travail individuel, mais il y a aussi une clé du travail, c'est-à-dire qui est plus sociale. Il y avait les 7 femmes et les 7 hommes qui entraient, puis ils étaient mangés par le Minotaure. On vient de dire que le Minotaure représente ce qui est limitant, ce qui limite la peur, être déconcerté, par exemple. S'il y avait ces personnes qui entraient, ils étaient mangés par la peur, par le fait d'être déconcertés, ils ne sortaient plus. Ils ne sortaient plus, alors ils s'étaient coupés de son identité, de sa vraie humanité, à quelque part, parce qu'ils s'étaient mangés par le doute, par la peur, par tout ce que je viens de nommer. Et aujourd'hui, c'est-à-dire, si aujourd'hui, on n'a pas le fil avec notre identité, on va être mangé, on va être déconcerté, désorienté. Mais dès qu'on prend le fil, puis on fait face à ce qui nous limite, on fait face à la peur, on canalise ces instants du Minotaure, on peut sortir, et on va sortir victorieux. C'est intéressant, ça. Oui, c'est ça, parce que c'est un peu la clé qui est à sortir de ça, c'est ben, ce fil, pour nous concrètement, c'est aussi ces mythes, c'est-à-dire, sinon on peut se perdre dans la culture et la civilisation dans laquelle on est, à toute époque, pas juste aujourd'hui. C'est-à-dire on se perd dans les choses du quotidien. Ces mythes, c'est qu'on voit depuis quelques mois, mais aussi en philosophie, dans toute l'étude comparée des philosophies d'Orient et d'Occident, c'est un peu notre fil conducteur, c'est-à-dire de se relier à « Ah oui, c'est vrai, c'est pour ça qu'on est là, c'est pour ça qu'on est en train d'agir, on est en train de vivre, en fait. C'est pour ça qu'on est là, pour faire ce travail intérieur-extérieur, et de revoir ces mythes-là nous rappelle toujours ça. Imagine-toi si on avait vécu à l'époque de l'Égypte ancienne où aujourd'hui, même si c'est des ruines, ça nous émerveille encore. Imagine que ça devait être à l'époque où les statues étaient peintes, étaient neuves, il y avait les allées, les plantes. Donc tu tournes un coin de rue et tu vois une statue qui te rappelle, ah oui, c'est vrai, on n'est pas juste un animal pensant, on est une âme. À chaque coin de rue, tu avais quelque chose qui, waouh, t'émerveille. Donc c'est une autre culture et civilisation qui ne nous rabaisse pas à ne serait-ce que vivre et survivre, en fait. C'est plus, mais justement à vivre notre vie, l'aventure qu'est la vie. C'est un peu ce que je retiens des mythes depuis quelques mois, là, où on étudie ça, mais aussi depuis quelques années ici en philosophie, où c'est ça nos lumières, notre aliment, en fait, qui nous aide à garder ce fil. C'est ça. Puis on n'a pas parlé de Thésée, c'est-à-dire celui qui garde le fil à quelque part, que tu mentionnes. Bien, c'est qui Thésée? C'est cette facette, cette condition héroïque de l'être humain. C'est-à-dire, on a tout ce potentiel d'aller faire face à notre propre Minotaure. Puis pour toi, être héroïque peut
peut signifier quelque chose de différent qui est héroïque pour moi, parce que ton minotaure n'est pas mon minotaure. C'est-à-dire, tes difficultés, ce que tu trouves difficile, n'est pas nécessairement ce que moi je trouve difficile. Mais si les actions pour aller faire face aux difficultés au minotaure sortent de l'extérieur, ça veut dire qu'on est en train de faire appel à notre TC intérieur, si on veut. Cette partie héroïque en nous qu'il faut alimenter. C'est-à-dire qu'il serait bien d'alimenter, parce que sans ces sentiments d'héroïsme, sans ces sentiments de savoir qu'on appartient, qu'on a une identité, qu'on fait partie d'une humanité, par exemple, avec quelle force on va faire face, c'est-à-dire avec quelle inspiration, quelle motivation on va faire face au Minotaure. Alors, c'est ça, être philosophe aussi. Oui, exactement. C'est se rappeler chaque jour, je suis philosophe, à chaque matin, où est les exercices qu'on fait, où est ma conscience? Est-ce qu'elle est dans l'angoisse, le stress qu'on peut des fois avoir chaque jour, ou non, j'ai dit, aujourd'hui, c'est une autre journée pour faire un pas de plus. Exact. Et une chose que tu as dite, c'est que mon minotaure n'est pas le même que le tien. Ça me fait penser à le sens universel de ces mythes où, justement, on parle à tout le monde. Ça ne s'applique pas seulement à un individu à une telle époque. Mais justement, ça parle à tout le monde. Nos armes, on a le même potentiel, mais l'arme que je vais utiliser pour vaincre le minotaure, la mienne, ce ne sera pas la même que toi. Mais ce qui est la beauté des mythes, c'est cette synthèse, comme une espèce de l'intelligence qu'ils ont eue de réussir à mettre ça sous une histoire qui touche tout le monde. Exact. On pourrait penser à Osiris la dernière fois, ou Héraclès, Hercule, qui est un peu cette même idée de chemin et de héros intérieur qui donne une autre dimension, en fait, à la vie quotidienne. C'est-à-dire, je ne me lève pas juste pour aller gagner ma croûte, aller gagner mon pain, mais je me lève pour qu'est-ce que je vais rencontrer aujourd'hui, quel est le minotaure aujourd'hui auquel je vais faire face. Et il va se manifester d'une façon totalement différente. Parfois, une journée, ça va être je suis de mauvaise humeur, donc comment je sors de ma mauvaise humeur? Ou je reste soumis à la mauvaise humeur, et là, tout le monde autour de moi en souffre, parce que c'est la bête qui dirige, c'est-à-dire c'est les instincts, ou je vais me défouler sur ma conjoint, sur les enfants, ou les collègues de travail, ou ça va être plutôt le stress ou l'angoisse, donc de se réveiller, de dire, je me rends compte que je ne suis pas de bonne humeur. Comment je vais me sortir de ça? Comment je vais me sortir de ce labyrinthe? Parce que c'est un labyrinthe qui n'est pas évident à savoir comment on sort de la mauvaise humeur. On peut se soumettre, parce qu'on ne sait pas. Mais on peut dire, non, je suis de mauvaise humeur, mais est-ce que je suis soumis à ça? Ça ne veut pas dire qu'on va se sentir de bonne humeur du jour paf comme ça, parce que j'y ai pensé. Ça va être plutôt, j'en ai conscience. Et puis, ça donne une qualité autre au vécu. Oui. Et à chaque fois qu'on se pose cette question, on trouve une réponse, on l'applique. Parce que chaque acte de l'individu pour aller se rencontrer profondément soi-même, c'est-à-dire ses vertus, est un acte social aussi. Oui, parce que ça a un impact. Exact. Comme tu dis, ça a un impact, soit tu es de mauvaise humeur, tout le monde en souffre, ou tu développes une vertu et tu l'exprimes. Et tout le monde en bénéficie aussi. Exact. Alors, chaque acte vers l'intérieur de nous-mêmes est un acte social aussi. Un acte politique. Exact. Donc, c'est ça qu'on devrait commencer. Un acte intérieur. Oui. C'est bien intéressant. Oui. Puis, j'ai oublié mon fil, justement, je voulais dire quelque chose par rapport à ça. Ça va me revenir. Mais par rapport à ce sens politique, par contre, c'est politique, socio-politique, où tous nous faisons ce travail-là. Non, c'est ça, j'ai retrouvé mon fil. Ce que je voulais dire, c'est chaque
journée, si on fait ce travail-là, une petite victoire à chaque jour, bien, sans qu'on s'en rende compte, tranquillement, on construit justement quelque chose. Exact. C'est pour ça que le mythe du Minotaure, ben, on gagne une fois et c'est fini. Non, c'est ça. C'est pas si simple. Il y aura plusieurs victoires jusqu'à ce qu'à un moment donné, oui, il peut y avoir une espèce de maîtrise, mais quand on ne sait pas. Donc, d'où ne pas agir avec attente, parce qu'on ne sait pas quand est-ce. C'est pas parce qu'une journée, j'ai un peu vaincu la mauvaise humeur que ben, si ça y est, je ne serai jamais plus de mauvaise humeur. Non, c'est pas ça. Parce qu'il y aura toujours la nature d'une partie de l'être humain et le changement, justement. Donc, comment on vit ce changement-là? Ce que Bouddha va nous dire avec la seule chose de constante, c'est l'inconstance. Ou la seule chose qui ne change pas, c'est le changement, ou quelque chose comme ça. Donc, c'est apprendre à vivre avec ce changement. À chaque jour, un nouveau défi. Donc, les qualités que l'on gagne sont applicables ensuite aussi. Si le chemin, le fil de la conscience, si je l'ai fait avec conscience, si ça a été fait sans conscience, j'ai oublié. Et je vais recommencer le lendemain la même chose. Ou dans les mêmes erreurs. Tomber les mêmes erreurs, donc le même minotaure, sans qu'on ne s'en rend pas compte. Oui. À continuer à déconcerter. Et puis, alors c'est ça. Je ne sais pas quelle heure est-il. C'est bon, continue. Oui. C'est ça. Puis, tout ça pour dire, le mythe, c'est faites attention à ça. Vous savez des outils. Et maintenant, c'est à vous de l'utiliser. Alors, c'est pour ça que je ne peux pas faire ton labyrinthe et tu ne peux pas faire mon labyrinthe. Parce que chacun est différent. Et puis, la façon dans laquelle je vais utiliser ma hache va être différente à la tienne. Et c'est ça l'importance de se connaître soi-même. Et ça, avec ça, je veux dire que si on se connaît soi-même, on sait utiliser nos outils, on peut contribuer à la société. Mais si on ne se connaît pas, parce que si on ne se connaît pas, ça veut dire que ça va être le Minotaure qui prend la place. Si le Minotaure prend la place, on ne contribue pas vraiment à la société. Ensuite, il y a des conflits qu'on ne peut pas résoudre. Ensuite, il y a des grandes idées qu'on ne peut pas mettre en pratique. Et puis, ça tourne en ronde. On n'en sort jamais. Et qu'est-ce qui se passe si on tourne en ronde tout le temps? Puis, on tourne, on s'étourdit, on ne sait plus où on est. En tant qu'individu, en tant que société. Alors, essayons de reprendre nos outils, de reprendre le fil d'Ariane. Et pour pouvoir contribuer, si on veut contribuer aussi. Oui, c'est une clé importante aussi au niveau collectif où ne perdre le fil va faire en sorte qu'à un moment donné, on remet, et c'est pas mauvais en soi, mais on remet tout en question, mais on peut jeter le bébé avec l'eau du bain, dans le sens où on jette tout ce qui est pas bon, mais en même temps ce qui est bon. Donc, c'est pour ça qu'on se retrouve dans des périodes où on détruit des choses qui, pour nous, aujourd'hui, n'ont plus de sens, mais c'est parce qu'on a oublié le sens. Et c'est caractéristique des Moyen-Âge. Si on prend le dernier grand Moyen-Âge européen où des fanatiques ont détruit la bibliothèque d'Alexandrie. Imaginez des milliers de livres qu'il y avait là qui regroupaient la sagesse antique qui a été détruite. C'est une perte incroyable de l'humanité, mais c'est des gens qui, c'est pas un jugement contre une religion en particulier, mais c'est le fanatisme qui guette toute façon de vivre, toute idéologie, je dirais, c'est-à-dire le fanatisme. Et donc, on a détruit, parce que c'était pas dans tel livre sacré, on détruit tous les autres livres, dont plusieurs livres des grands philosophes qui ont été détruits. C'est risqué, et donc c'est ce qui fait qu'on rechute justement dans un Moyen-Âge et on oublie. Donc, il faut faire attention. Donc, faut récupérer les sagesses, des anciennes sagesses. Il faut surtout les vivre un peu à notre niveau. Un livre est un symbole de mémoire. On voit que la mémoire est importante pour sortir du labyrinthe.
Alors, c'est ça, il faut, en apprenant, on découvre nos vertus. Puis, c'est ça, je pense que si on avait un message à donner pour ce soir avec le mythe de Minotaure, une idée avec laquelle on pourrait partir, c'est qu'on a tous ce potentiel de découvrir le TC en nous. Et en le découvrant, nos outils intérieurs, on va pouvoir faire quelque chose. On va pouvoir reprendre le fil, on va se découvrir de nouvelles solutions. Et voilà. Alors, je trouve que c'est pour ça que les mythes sont super inspirants. Surtout s'il y a une philosophie derrière avec laquelle on peut les comprendre de mieux en mieux. Garder le fil. Exact. Donc, c'est une aventure, en fait, si on pouvait clore là-dessus. Je vois le temps passer. Et puis, on invite évidemment les gens qui nous écoutent à tenter l'aventure, oser l'aventure de la philosophie, parce que c'est un vécu qu'on vit ici, mais qu'on vit dans plusieurs autres écoles de philosophie à travers le monde. Et le prétexte de donner ces ateliers-là, c'est aussi ces activités de sagesse des mythes ou philosophie des mythes, c'est essayer de montrer un peu que c'est quelque chose qui est réel, qui est applicable et qui est vécu, parce qu'on le vit, tu sais. À notre niveau, on fait des pas de bébé, mais l'idée, c'est qu'au moins, on fait des pas et on ne tourne pas en rond. Exact. J'ai pas l'impression de tourner en rond, en tout cas. Exact. En tout cas, moins qu'avant que je connaisse la philosophie. Et oui, il y a des cycles, mais on avance. Et on avance ensemble, c'est ce qui est le plus important. C'est-à-dire qu'on n'est pas seul à lire nos livres, ce qui est bien, mais qu'on a aussi la possibilité de faire ces genres d'activités-là. Et d'être ici, c'est déjà un défi de rencontrer le Minotaure qui nous fait douter. « Ah, mais je vais être capable, je vais te dire la bonne chose. » Et finalement, on y va, puis OK, qu'est-ce que j'ai réussi à vaincre des petites choses, et puis qu'est-ce que j'apprends, puis comment la prochaine fois je vais pouvoir le vivre. Donc, et c'est ça l'aventure de la philosophie, de construire une école de philosophie, tout en se construisant soi-même. Exact. Et en construisant un monde meilleur en même temps. Oui. Voilà. C'est la cerise sur le sundae. Merci, Daniela, d'avoir accepté. Merci à toi de faire ces environnements pour pouvoir discuter des grandes idées. C'est tout à mon plaisir et mon honneur de recevoir des gens pour en parler et d'avoir cette opportunité d'avoir un studio, l'Acro Studio, pour le faire. Donc, et d'avoir des plateformes comme aujourd'hui, on peut l'avoir pour la distribuer, que les gens le voient. Super. Merci, Daniela. Merci beaucoup, Michel.